Tout d'abord, je voudrais remercier Yann Lost et Robin Bosdevex pour leur invitation. C'est une première pour moi de parler devant un auditoire de formateurs en biologie. Je suis plutôt habitué aux auditoires de didacticiens des mathématiques, voire de physique, puisque le laboratoire auquel j'appartiens, qui est le laboratoire de didactique André Revuz, est un laboratoire de didactique des mathématiques et de la physique. Alors, en fait, la collaboration qui s'est esquissée avec les biologistes date d'un master pro que nous avons mis en place à l'université Paris Diderot en 2004 et 2005. Alors quand je dis nous, en fait, il faut savoir que les pionniers de ce master sont Michel Artigue, dont j'ai repris le poste à l'université Paris Diderot, Guy Rumelart, ici, et actuellement, donc c'était des mathématiciens, des biologistes. Et actuellement, on est passé dans une évolution de ce master où il y a toujours Guy qui est présent, Michel aussi, et moi pour les mathématiques, Robin aussi, Bosdevex qui nous a rejoint cette année, et puis une chimiste qui est Rita Camfour. Alors l'intérêt de ce type de collaboration, c'est justement de voir finalement chaque fois qu'on rencontre des gens qui ne sont pas dans sa discipline, on se rend compte qu'on a une discipline particulière. Et déjà, je m'en suis rendu compte avec le premier exposé, enfin la présentation que tu as faite. Donc, j'ai volontairement choisi une entrée très modeste, c'est-à-dire je ne vais pas du tout partir à un niveau épistémologique, parce que je connais bien l'épistémologie de ma discipline, mais alors dès qu'on s'aventure sur d'autres champs, c'est beaucoup plus délicat. Et simplement, le propos que j'aurai sera de vous faire comprendre un peu ce qu'on entend dans ce cadre du master et quand on travaille avec des physiciens et des biologistes, ce qu'on entend par modélisation. Alors je me suis rendu compte que j'aurais presque dû tout de suite rajouter quelque part que c'était tellement implicite pour moi, c'était une modélisation mathématique. Ça sera important pour la suite parce que justement, en regardant les modélisations qui vont exister en biologie, et ça c'est dans nos échanges avec Guy, un point qui apparaît souvent et qui a été rappelé par Yann Lost tout de suite, là, c'est qu'il y a une forte réticence, semble-t-il, des biologistes vis-à-vis des mathématiques. Et là, on va se polariser finalement sur les intersections qui sont permises dans notre groupe autour certainement de thématiques particulières où les mathématiques sont déjà intervenues historiquement. Alors, je vais commencer à dire pourquoi finalement on a créé cet enseignement de modélisation, pourquoi il nous a semblé important. Et alors en fait, ça sera un moment pour moi pour expliquer ce mouvement qui s'est développé en Europe et qui met la modélisation au cœur de l'activité mathématique, voire de l'activité scientifique dans certains cas. Donc là, la référence ici connue, c'est par exemple les évaluations de type PISA. Donc ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point, je l'ai un peu orienté modélisation SVT et statistique, puisque c'était un peu la commande. Mais ceci dit, c'est vrai que quand les modélisations venues des mathématiques rencontrent la SVT, c'est souvent sur des enjeux probabilistes et statistiques qu'on a affaire. Donc là, je rappellerai quelques obstacles très rapidement qui mettent en jeu les pensées statistiques et probabilistes. Et puis, je développerai un modèle qu'on prend toujours comme premier modèle, qui est le modèle épidémiologique de Daniel Bernoulli, en vous montrant le point de vue qu'on a, nous, de notre côté, du point de vue des mathématiques. Et alors, à la fin, j'avais annoncé que je parlerais en détail de Distilben, mais en 45 minutes, ça me semblait difficile. Donc, je donnerai des exemples de ce qui a été développé dans le Master Pro. Donc, il y a le Distilben, et vous verrez qu'il y a d'autres exemples, dont je dirai quelques éléments. Alors, sur le premier point, je fais allusion ici à un document ICMI 2004. Alors ICMI, c'est une association internationale sur l'enseignement des mathématiques. C'est l'association internationale, c'est de référence. Et régulièrement, elle produit des études internationales sur certains thèmes. En 2004, elle a produit une étude sur la modélisation. C'était le thème de travail. Ça s'appelait modélisation.
Et en fait, c'est quand même des études qui dépendent des mathématiciens, donc quelque part, les modélisations en jeu étaient de type mathématique. Alors, il y avait dans l'appel à communication un découpage en étapes qui montre un peu comment est vue la chose de ce côté donc des mathématiques et dans l'enseignement. Donc il y aura toujours un point de départ qui va être une situation du monde réel, qui va être épurée, structurée et précisée pour arriver à une première formulation qui est toujours un modèle ancré dans le monde réel. Alors c'est seulement dans un deuxième temps, si je veux dire, quand le problème a été bien posé, parce que finalement on va toujours être dans la résolution de problèmes. On n'est pas tellement dans la description, ici il va y avoir des problèmes qui se posent, on essaye de les poser le plus clairement possible, déjà donc une première modélisation, et ensuite va commencer le phénomène de mathématisation. Donc là ça sera soit la saisie d'un modèle mathématique disponible, c'est souvent ce qu'on propose, soit qu'on propose aux élèves, soit que finalement même le chercheur rencontre, il va chercher s'il n'existe pas déjà des modèles disponibles, soit l'élaboration d'un modèle mathématique adéquat. Et la présentation que je ferai de Daniel Bernoulli montrera que là, il y avait nécessité de chercher un modèle adéquat. Ensuite, le traitement mathématique avec la production de résultats. Alors, j'insisterai là-dessus, j'ai des petits diagrammes ensuite qui sont extraits de ces études. Souvent, finalement, du point de vue des mathématiques, le seul travail dans les classes se situe là. C'est-à-dire le modèle est déjà donné et ce qu'on demande aux élèves, c'est de faire un traitement mathématique qui finalement n'est pas très intéressant d'un certain point de vue pour arriver à un résultat. Autre point qui était pris en compte par cette étude, c'était l'interprétation des résultats en fonction de la situation réelle d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas fini le travail à ce moment-là, il faut ensuite revenir à la situation d'origine. Donc validation du modèle par la pertinence de ces résultats. Alors là, peut se mettre en place un processus de remise en cause du modèle qui avait été choisi, donc on recommence tout, ou alors on est d'accord avec ce que ça donnait comme résultat, et va apparaître un point qui est très important dans toutes ces études, c'est la reformulation et la communication, au fond, finalement, à des personnes extérieures, qui vous avez posé un problème dans le mode réel, vous êtes tenu à la fin de leur rendre compte de ce modèle et de la question en mots simples, si vous voulez, à nouveau dans leur monde. Alors ça, c'est tout un parcours didactique, c'est une vision sur la modélisation, mais ce qui sera intéressant, c'est vraiment les influences nordiques, plutôt danoises, nord-allemandes, qui en fait vont bâtir même tout un processus d'enseignement et d'évaluation basé là-dessus. Alors deux formes, une, je pense qu'elle a dû rayonner un peu partout, c'est le cycle de modélisation de PISA, donc qui est de plus en plus courant, qui est vraiment quelque chose d'institué quand je rencontre mes collègues étrangers, peut-être moins chez nous. Donc en fait, vous voyez, alors ça choque toujours au début, d'un côté il y a le monde réel et de l'autre côté le monde mathématique. Et en fait, la séparation, c'est simplement tout ce qui n'a pas été encore mathématique et le monde réel. C'est les définitions un peu assez à la serpe, mais qui ont quand même leur utilité. Donc là, vous allez retrouver ces passages entre le monde réel et les problèmes mathématiques. Donc ça, c'est un document qui est dans les accompagnements de l'évaluation PISA. Je voudrais vous montrer plus intéressant les cycles de modélisation de Bloom. Alors, j'ai fait allusion tout à l'heure à l'étude internationale qui a été développée par ICMI. C'était Bloom le pilote. Bloom et toute cette équipe, c'est eux qui ont piloté aussi toutes les évaluations de type PISA qui avaient été mises à partir des années 2000. Donc tous leurs travaux datent des années 1990. Et là, ils avaient mis en place, en fait, tout un modèle pédagogique, en fait, qui devait permettre de décrire complètement le cycle de modélisation. Alors, vous voyez que ça commence avec... Ils vont distinguer soigneusement une situation réelle et le modèle de cette situation. Alors, vous voyez que c'est écrit à côté. Le 1, ça veut dire simplement comprendre la tâche et commencer à la structurer, à en avoir déjà une première vision en mots ou en explication, enfin, première description tout au moins. Petit à petit, on va vers ce qu'ils appellent un real model, c'est-à-dire, en fait, on simplifie en structure pour donner des éléments qui vont permettre de traiter un peu mieux, voir les hypothèses, mettre des paramètres, un peu affiner le modèle. Alors,
C'est pas encore la mathématisation, mais c'est décrire en fait le champ des possibles. Et puis arrive le gros pas, qui est souvent négligé dans l'enseignement, c'est la mathématisation, c'est-à-dire comment finalement de tout ce qui a été exprimé dans un certain monde, on va petit à petit l'exprimer dans un autre monde pour déterminer ce qu'on va appeler un modèle mathématique. Finalement, ça sera une description de ce monde réel, mais avec des outils mathématiques qui, et ça sera normalement l'idéal, doivent permettre un traitement mathématique. Ou s'ils ne le permettent pas, permettre le développement des recherches en mathématiques. Je voudrais dire, vous le savez sans doute, mais qu'actuellement, vraiment, les mathématiques se sont nourries de la physique, et on peut dire que maintenant, elles se nourrissent de la biologie. D'exemples très compliqués, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait au début à se mettre sous la main, et puis qui doivent être modélisés, ensuite traités. Donc vous voyez, il y a les traitements mathématiques qui de plus en plus, et ça j'insisterai dans ce qu'on fait dans notre module de modélisation, peu importe que vous arriviez à un modèle que vous ne savez pas résoudre, qu'il n'y ait pas de moyens au niveau de l'école pour savoir le faire, si vous avez les machines pour le traiter. On a de plus en plus à notre disposition des outils qui permettent de le faire. Donc après, vous voyez, on retombe sur le résultat classique, l'interprétation, sur laquelle on insiste beaucoup, et la validation de ce modèle avec une présentation. Alors simplement, très rapidement, pour dire que par exemple aux Pays-Bas, il existe un équivalent de notre concours général, qui est une épreuve de modélisation qui dure 24 heures, où les élèves sont par groupe de 4, ont un problème très difficile à résoudre, qui est souvent pris dans l'environnement, la biologie, mais vous voyez, de dynamique soit de population, soit de systèmes un peu complexes. Ils ont 24 heures pour le présenter, pour le travailler plutôt, et après le présenter en commun. Donc, et là, l'idée, c'est de retrouver tout ce cycle-là dans l'évaluation, parce que toujours si on n'a pas une évaluation au service de ce type de cycle de modélisation, on n'a pas d'efficacité. Enfin, c'est ce que défendent ces auteurs et qu'ils ont réussi à mettre en place dans l'enseignement dans leur pays. Alors, j'ai voulu aussi vous donner, ça a donné la création de pas mal de projets qui ont souvent le support de l'Europe et qui essayent de mettre en place cette idée. Donc, vous voyez qu'en fait, la modélisation ici est vue à travers déjà sa transposition, si on peut dire, didactique dans l'enseignement, et qu'on se propose de, quelque part, mimer ce qu'on estime être le processus de modélisation. Alors, il y a un certain nombre de points, donc, comme l'authenticité, la faisabilité à un niveau donné, la validation des résultats par les élèves, les compétences sollicitées pour leur évaluation, le modèle mathématique, toujours qui va apparaître, et aussi 6, les principes d'un enseignement de la modélisation pour le professeur. C'est-à-dire que la modélisation est devenue un sujet d'enseignement. Donc comme c'était devenu un sujet d'enseignement, il fallait en avoir une description propice à ce type d'enseignement. Alors, je vous donne le type, alors j'ai pris quelque chose d'assez simple, mais qui est très conflictuel dans la communauté des profs de maths. Je ne sais pas si vous connaissez cette situation dite du géant. Donc souvent, ces situations partent, alors on pourrait évaluer l'authenticité, on n'a pas le temps de faire pour voir si cette situation remplit tous les critères précédents, mais en fait, voilà une question, en fait une photo qui est proposée aux élèves, alors plutôt des élèves jeunes, c'est 12-13 ans, ça peut être fait avant, ça a été fait dès le CM2, ça a été fait jusqu'à la classe de 3e. Et en fait, il faut élaborer une question à partir de ça. La question, en fait, qui va émerger petit à petit, c'est quelle est la hauteur du géant? Donc à partir de cette photo-là. Donc vous voyez que les élèves se retrouvent par rapport à ce type de situation. Il va y avoir pas mal d'hypothèses qui vont être faites. Ce qui est assez intéressant, c'est effectivement, finalement, le rapport entre le pied et la taille du géant. Mais les géants, on n'en a pas trop... C'est important, ils n'ont accès qu'à la photo. Ils n'ont pas accès aux géants dans la réalité qui existe. Donc, en fait, après, comment avoir accès à cette idée de géant qui, en fait, est simplement matérialisée par cette statue? Donc, ils décrivent... Alors, il y en a qui se placent dans leur classe, finalement, avec une sorte d'homothétie entre, finalement, l'individu donné, donc l'élève, qui est quand même en croissance à cet âge-là, et puis le géant, on transpose.
Et il va y avoir donc toute une discussion là-dessus. Alors je vais après dire un petit peu ce qu'on appelle les problèmes de Fermi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, pourquoi je disais qu'il y a un gros problème au niveau des professeurs de mathématiques, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que la discussion qu'il va falloir clore avec les élèves, c'est une clôture auquel en mathématiques on n'est pas habitué, c'est de dire en fait en gros je ne sais pas. Et je ne sais pas, mais je peux dire ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que je vais terminer par des fourchettes. Je vais terminer par, finalement, avoir posé des hypothèses, dire, vous voyez, par exemple, la première hypothèse, en gros, les géants ont les mêmes proportions que nous. Après, est-ce qu'on a tous la même proportion? Vous voyez que là, on tombe un petit peu dans les statistiques. Ceci dit, dans les classes, on ne verra jamais la phase statistique qui avait pourtant été développée dès les années 80 par quelqu'un comme Sauvy, hein, qui avait essayé de voir les rapports qu'il y avait dans le corps humain entre les différentes parties. Il n'y a pas de... Là, il y a des fourchettes. Et donc, à la fin, la conclusion, qui choque pas mal le milieu des professeurs de mathématiques, c'est que, finalement, on ne peut conclure que sur une fourchette. Et sur cette fourchette, elle va dépendre de toutes les hypothèses qu'on a faites auparavant. Alors ça relève de ce qu'on appelle les problèmes de Fermi. Je sais pas, il y a quelque chose toujours. Les problèmes de Fermi, qui était un des problèmes de Fermi classiques, c'est le nombre de taxis à New York, par exemple. Comment on peut répondre à ce genre de choses, rien qu'en se promenant dans la rue? Vous voyez, c'est une question, le nombre de taxis à Paris. Donc aucun nombre n'est fourni dans l'énoncé. Résoudre ce problème nécessite de faire des hypothèses. Fermi, oui, c'est clashé, c'est F-E-R-M-I, c'est le grand physicien. Hein. Le problème est ouvert. La réponse dépend des hypothèses et la précision des mesures. Personne ne connaît la bonne réponse, ni les élèves, ni le maître. Hein, ça, c'est toujours un problème. La réponse ne peut être fournie qu'au moyen d'une estimation, par exemple sous la forme d'une fourchette. Donc ça reprend un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on peut considérer que le problème précédent était en quelque sorte un problème de Fermi. Donc voilà un peu les types de situations assez simples qui sont proposés dans le cadre de ces apprentissages de la modélisation. Alors après, il y en aura de plus compliqués avec justement comme le réchauffement, les choses de ce type-là. Alors j'en arrive à la deuxième partie, c'est-à-dire que j'ai essayé de partir sur la question de modélisation SVT et statistique. Et je commence par un point où je reprends quelques obstacles qui ont été dégagés par des chercheurs qui travaillent sur la pensée statistique. Alors j'ai laissé de côté la pensée probabiliste, parce que je crois déjà que Julie Gobert en dira quelques mots. Et puis, je pense que ce qui concerne la statistique ou les statistiques est généralement moins connu. Alors, quelque chose de clair, c'est qu'il ne faut pas croire que les mathématiciens sont à l'aise avec les statistiques. C'est-à-dire qu'il y a même beaucoup d'universités où il n'y a pas d'enseignement de la statistique et des probabilités dans le L. Ça commence qu'au niveau du M. Donc, et faire des statistiques, la statistique, ce n'est pas un domaine des mathématiques. Donc c'est un peu, si vous voulez, par contingence qu'on a dit que les mathématiciens, les professeurs de mathématiques devaient s'occuper de ça. Donc en fait, ils n'ont pas d'aisance par rapport à ça. Alors, il y a un certain nombre d'obstacles qu'on rencontre et qui sont vraiment très forts. Il y en a quelques-uns ici. Alors, la représentativité, c'est pas peut-être le plus important, mais c'est que les individus ont tendance à penser que, quelle que soit sa taille, un échantillon donné est d'autant plus probable qu'il contient les mêmes proportions que la population globale. Autrement dit, on a une proportion de 7 dixièmes, on voudrait, et ce que les gens pensent plus probable, c'est toujours un échantillon où il y aura 7 individus sur 10, où il y aura, par exemple, 70 sur 100, 700 sur 1000, hein, sans voir les différences. Alors, l'occurrence d'un certain événement comme un dû, alors celui-ci est plus important que le premier, c'est cette idée que ce qui s'est passé dans le passé affecte les événements du futur. Même quand on a affaire à des événements qui normalement seraient indépendants dans notre langage. Par exemple, une pièce équilibrée, vous savez tous, même peut-être que vous avez, je crois que tout le monde a cette tentation de se dire, si vraiment j'ai 5 fois ma pièce qui a sorti face, là, elle va bien finir par me donner cette fois-ci pile. Alors là,
certains l'expliquent que une sorte de rendu d'équilibre, hein, quand on le voit avec les enfants. Si on a eu tant de fois vraiment en pile, il faut bien qu'un jour arrive face, c'est un dû. Alors on verra ça, j'en parlerai un peu plus tard, si je voulais cette question de la dualité de la probabilité, hein, cette histoire de degré de certitude. Autre chose, s'appuyer plus sur le contingent que sur la statistique. Alors ça, je crois que tout le monde en est victime, c'est de penser qu'on discute, ça c'est vraiment pénible quand on discute avec les gens, mais c'est ce qui fait le sel des discussions, c'est qu'en fait, on va discuter souvent du chômage, de maladies quelconques, en fonction de ce qu'on connaît de notre environnement proche, sans faire vraiment référence aux statistiques disponibles. Et on a même tendance à dire elles sont fausses puisqu'elles ne correspondent pas à ce que je rencontre chez moi. Alors il y avait un statisticien italien qui disait si les statistiques te disent que chaque Italien mange un poulet toutes les semaines et que toi, tu n'en manges aucun, ne dis pas que les statistiques sont fausses, pense qu'il y a un Italien qui en mange 2 par semaine. Hein, c'est-à-dire qu'il faut penser que globalement, il y a un équilibre qu'on ne voit pas puisqu'on est dans son contingent. Alors, autre point, alors celui-là, je m'aperçois, il me semblait d'un point de vue logique, mathématique assez facile, mais en ayant discuté avec des jeunes étudiants de biologie, entre autres, en fait, ils le font. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une histoire, pour le faire comprendre. Gaëlle est une jeune femme brillante qui a fait des études de philosophie sur la question des inégalités en fonction du genre. Des 2 affirmations suivantes, quelle est la plus probable? Elle est chargée de la direction d'une agence bancaire, elle est chargée de la direction d'une agence bancaire et elle s'investit beaucoup pour la cause des femmes. Et là, mais alors c'est assez systématique, les gens répondent le 2. Qui est le plus probable, c'est-à-dire elle est chargée d'une banque et bien sûr elle s'investit aussi beaucoup pour la cause des femmes. Alors qu'en fait, bon, si on regarde d'un point de vue logique, le 2 implique le 1, c'est-à-dire que donc le 1 va être beaucoup plus probable. Et puis rien ne permet d'inférer de ce qui s'est passé dans le passé sur effectivement ce deuxième point. Et ça, je dois dire que pour en avoir discuté justement avec des étudiants, je suis obligé de faire des implications, des choses mathématiques, mais ils ne sont pas du tout convaincus qu'effectivement, donc là, il y a un réel problème. Alors, un autre obstacle, toujours lié un peu à la pragmatique, vous savez bien que si la météo nous dit, d'ailleurs, le peu de confiance qu'on a dans la météo, mais si elle annonce qu'il y a 20% de chances qu'il pleuve, c'est interprété comme le fait qu'il ne va pas pleuvoir. Hein. Vous voyez, on ne gère pas cette histoire des 20%. Alors, il y a d'autres obstacles liés aux probabilités, donc je les laisse de côté, c'est corrélation et causalité, la pensée déterministe, et un sur lequel je reviendrai plus tard, c'est la dualité de la probabilité. D'autres, je ne les ai pas tous listés, mais vous voyez bien que dès on entre dans la modélisation, de type un peu mathématique ou physique à la limite, eh bien, on va être confronté aux difficultés inhérentes au champ. C'est-à-dire que, en fait, pour nos élèves, nos étudiants, ça ne les sécurise pas du tout de modéliser en mathématiques. Parce que quand ils arrivent là, les problèmes commencent en gros. Hein, enfin, ils continuent. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans ce domaine que ça a simplifié la vie. Alors, je voulais donc vous montrer, dans le cadre de notre master, on commence toujours par présenter ce modèle épidémiologique de Daniel Bernoulli. Alors, parce qu'il est assez typique, bon, il est assez vieux, donc on arrive bien à le comprendre. Et puis ensuite, l'épidémiologie, ça a fait beaucoup de progrès depuis, mais quelque part, ça reste ce qu'a fait, la façon qu'a eu Daniel Bernoulli de modéliser ce problème, reste d'actualité. Alors, on va voir, alors, je pense, ici, vous êtes beaucoup plus compétent que moi sur la question de la variole et de la variolisation, mais peut-être moins sur les Bernoulli. Donc, les Bernoulli sont... C'est un nom, je pense que vous connaissez, hein, les tirages de Bernoulli, des choses comme ça. En fait, c'est une famille, hein, c'est comme les bacs en musique. C'est toute une famille, et d'une certaine façon, Daniel, c'est le dernier rejeton de la famille. C'est-à-dire que les 2 plus connus sont Jacques et Jean. Et ça va être intéressant pour la suite, parce que Jacques et Jean sont à la source des probabilités et aussi du développement de certaines équations différentielles. Et on va voir que... Daniel Bernoulli, donc c'est du XVIIIe siècle, a eu des rivalités très fortes avec d'Alembert. Alors j'ai du mal à m'expliquer pourquoi, mais ça va être c'est assez curieux par rapport à cette question de l'épidémiologie. Alors ce qui se passe, c'est que, donc ça
c'est des choses connues, moi que j'ai découvertes grâce à Guy, hein, mais en fait, la variole, la petite vérole, est une maladie très grave, même qui était encore très grave au XXe siècle, puisqu'il y a eu dans les périodes 50-60 plus de 2 millions de morts. Enfin, ça a été des quantités, ça touchait beaucoup de personnes, mais avant, c'était vraiment énorme. Et on va voir que les chiffres qui vont être pris là, c'était quand même une personne sur 64 qui mourait de la petite vérole à l'époque. Hein. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, donc, on s'était aperçu, ça venait de Chine, pense-t-on, mais c'est arrivé en Europe via la Turquie, une dame qui s'appelait Lady Montagu et qui était la femme de l'ambassadeur en Turquie, à l'époque, oui, ça s'appelait déjà la Turquie, oui, en tout cas à Istanbul, et il y avait un système d'inoculation par une petite scarification. On inoculait la variole pour protéger de cette maladie. Alors on sait que quand c'est arrivé en Europe, au lieu d'être une toute petite griffure, c'était au scalpel, donc ça a entraîné des problèmes un peu plus graves que celui qui était posé. Donc c'est en 1721 hein, que date cette inoculation volontaire. Et ce qui s'est passé, c'est que l'inoculation volontaire, certains pensaient que c'était un bien, d'autres disaient mais non, ça change rien, ou puis ça tue. Enfin, il y avait un gros débat, et ce qu'ont fait Maupertuis et Lacondamine, qui sont deux savants bien connus et qui dirigeaient un peu l'Académie des sciences à l'époque, ont dit à Bernoulli, il faudrait que vous puissiez, que tu puisses, je ne sais pas si se tutoyer, apporter des éléments, des arguments en faveur de l'inoculation. Alors vous voyez qu'on retrouve un problème, je crois que ça revient périodiquement, cette question, est-ce qu'on doit vacciner les risques? Et donc, il a fait un essai, donc ça s'appelle « Essai d'une nouvelle analyse de la mortalité causée par la petite vérole et des avantages de l'inoculation pour la prévenir ». Alors ce qui est très curieux, c'est que dans le conflit avec D'Alembert était à fond contre l'inoculation, et il s'est opposé à la publication du mémoire de Bernoulli à l'Académie des sciences, tout en publiant avant la réfutation de ce que disait Bernoulli. Là, il y a des luttes très fortes, c'est assez curieux, hein, c'est-à-dire il réfute, donc c'est vrai qu'il réfute, ça empêche la publication, mais vous comprenez le mécontentement de Daniel Bernoulli qui se voyait réfuté sans avoir publié. Et alors, on va voir comment se propose la modélisation. Donc, on part d'une population, et ce qui est génial, ça paraît simple maintenant, mais qui a toujours été utilisé par la suite, et les modèles vont compliquer cette approche, c'est qu'il va distinguer ceux qui sont susceptibles d'avoir la maladie et qui n'ont pas été infectés. Donc, dans une population, il y a une partie qui n'a pas été infectée, elle n'est pas morte puisqu'elle est là, hein, donc elle est susceptible de l'avoir. Et après, le reste de la population, c'est ceux qui ont été infectés et qui ont été immunisés. Les autres sont morts. Hein. Et donc voilà la population, comment elle est composée. Alors ce qui se passe, ça c'est les questions que pose Bernoulli dans son mémoire, quel est le risque annuel à différents âges d'être surpris par la petite vérole pour ceux qui ne l'ont pas eu? Donc ça va être une question, en fonction de mon âge, mon risque d'avoir la petite vérole. Et après, évidemment, quel est celui d'en mourir quand on est attaqué? Vous voyez, il est en train de définir les paramètres. Alors, il va les faire simple, d'une certaine façon. C'est là qu'on voit que chaque fois qu'on modélise, on est obligé de simplifier. Alors, une façon de simplifier, c'est de mettre des constantes. Parce que si je mets que ça dépend de l'année, vous voyez, ça me fait une fonction d'une variable. Alors, si je fais donc, il dit, le risque annuel d'être surpris par la maladie est d'1/8. C'est à partir des études. Mon premier principe est que tant qu'on n'a pas eu la petite vérole, on court continuellement le même risque de l'avoir. Nous n'avons eu encore aucune observation qui nous oblige à renoncer à cette supposition. Et les lois de la nature les plus simples sont toujours les plus vraisemblables. Hein. C'est le fameux « la nature est bonne fille », donc on arrive toujours à se baser sur des choses simples. Quant au risque annuel d'être attaqué par la petite vérole, pour ceux qui ne l'ont pas eu, j'ai cru me pouvoir satisfaire aux notions générales que nous avons sur cette maladie, qu'en la supposant d'1/8, ce rapport de 1/8 étant supposé constant. Donc là, on ne sait pas trop comment il obtient ces résultats, mais on voit bien une démarche pour arriver à 1/8, ce qui montre la vivacité de cette maladie à l'époque. Hein. Alors ensuite, le risque d'en mourir.
Alors là, c'est assez intéressant sa façon d'analyser le risque d'en mourir. C'est que en fait, il explique, ça prend pas mal de temps, c'est que il va arriver au rapport 1 sur 8 parce que s'il fait 1 sur 7, c'est inférieur à ce qu'on, c'est trop fort, hein, c'est par rapport à ce qu'on trouverait. En fait, il y a aussi le fait que tout le monde n'annonce pas. Enfin, en plus, bon, 1 sur 8, ça va l'arranger pour la suite. Et ça correspond à des données macro qu'il avait sur la petite vérole. Alors, ensuite, il introduit un dernier paramètre, c'est bien sûr, on ne meurt pas que de la petite vérole, on meurt aussi d'autres choses. Et là, il introduit, alors c'est intéressant, les deux premières sont des constantes, et ici, la mortalité dépend de l'âge. Alors, ça, c'est vrai que c'est difficile de dire que la mortalité serait constante en fonction de l'âge. Hein, mais, donc, le taux de mortalité va dépendre de l'âge. Et on va voir que ça ne va pas trop le gêner. Alors, donc, on est toujours dans le choix des paramètres, et ensuite, il va introduire des variables. Donc, j'ai mis T, j'aurais pu garder N, mais T, vous voyez, c'est une idée de continuité, parce qu'il va y avoir un passage du discret au continu, qui est fréquent dans ce type de modélisation. On modélise sur du discret, dans un premier temps, et on passe à la limite, parce qu'on a des modèles mathématiques qui ont été inventés, justement, au début du XVIIIe siècle, avec les infiniment petits, qui permettent de conclure. Alors, donc, c'est... vous voyez, P de T, le nombre de survivants, on retrouve. S de T, le nombre de personnes susceptibles d'attraper la variole à l'instant T. Et M de T, le taux annuel de décès pour d'autres causes que la variole au sein des deux populations. Donc là, on commence à rentrer dans du plus dur mathématique. Et il va faire donc les accroissements. C'est vraiment, là encore, une méthode générale de faire des accroissements. Donc en une année, 1/8 des non-infectés attrapent la maladie et M de T meurt. Et donc la variation, c'est une perte, c'est pour ça qu'on a mis des moins. Il y a 1/8 de ceux qui ne l'avaient pas encore eu qui l'attrapent et meurent. C'est parmi les non-infectés. Donc il y a 1/8 de ceux qui n'étaient pas infectés qui s'en va. Et puis il y a ceux qui sont morts. D'accord ? Alors ensuite, il fait un peu le même calcul sur les immunisés qui s'accroissent de la partie qui est arrivée, qui survit en ayant eu la nouvelle maladie, mais qui perd les nouveaux mourants. Et au total, on arrive à un accroissement de la population négatif, donc moins un 64e de S, moins M de TP. C'est les calculs. Donc vous voyez, en additionnant les choses là, c'est assez facile dans sa mathématisation. Alors, on est arrivé donc à deux équations, delta S et delta P. On va, processus courant, on va passer du discret au continu. Quand on passe du discret au continu, on introduit des dérivés. Donc on arrive à S' égale moins M de T, S de T moins 1/8 de S de T, P' égale M moins M de T, P de T moins 1/64 de S de T. Voilà un système d'équations. Et maintenant, ça y est, on est dans les mathématiques. Alors le problème, c'est est-ce qu'on sait résoudre ça ? Et là, il y a des petites astuces, donc je ne vais pas... Ce qui est l'astuce, alors celle-là est classique, c'est de poser f de t égale s de t sur p de t, et il arrive à une équation f' de t égale moins 1/8 de f de t plus 1/64 de f de t au carré. Alors, je ne sais pas si c'est le genre de choses qu'on oublie dès qu'on n'en fait plus, hein, comme les équations du second degré, mais ça encore plus. Mais peut-être qu'en lycée, vous avez dû voir, il y a eu les équations qu'on appelle linéaires du premier degré, qui sont des y' égale à y plus b. Ben, celle-ci, sa caractéristique, c'est qu'elle n'est pas linéaire. Donc elle est compliquée, parce qu'il y a f au carré. Mais, par chance, et c'est là où on voit que, quelque part, on ne modélise pas par hasard, dans la famille, c'était une équation que les parents avaient appris à résoudre. C'est-à-dire que... c'est fascinant quand même. C'est-à-dire que le type d'équation y' égale à y plus b, y, n, qui n'est pas du tout linéaire, qui est très difficile. Hein. Dès qu'on met autre chose que du linéaire, ça devient très compliqué. Mais il y a une famille qu'on sait résoudre, qui s'appelle d'ailleurs les équations de Bernoulli, et qui sont de cette forme-là. Et donc, il peut la résoudre, et il a une formule, à la fin, qui lui donne le nombre de personnes, finalement, S de t, c'est-à-dire les personnes qui n'ont toujours pas attrapé la maladie. Et avec une formule comme ça. Alors là encore, c'est intéressant. Tout ce qui apparaît dans cette formule, l'exponentielle, ça date que du début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il utilise pour son développement des outils qui sont récents et qui lui permettent d'avancer.
Alors à partir de là, il va passer, alors je ne sais pas comment je peux, est-ce qu'il y a un zoom là? Pour que vous voyez. Donc là, c'est la table de Halley. Alors, je ne sais pas si cette table est connue dans votre domaine. C'est une table intéressante. Halley, c'est le physicien, la comète de Halley. Et donc, à un moment donné, il s'est intéressé, il a fait une table de la population à partir de ce qui s'était passé, qui lui avait été envoyé par la ville de Breslau, qui s'appelle Wrocław maintenant, et qui est une ville polonaise. Et en fait, il a constitué, alors je n'ai pas trop le temps d'expliquer, mais c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas des tables de mortalité maintenant qui vous disaient exactement, pour une cohorte donnée, combien de personnes étaient mortes à chaque âge. Donc il l'a reconstitué à partir de données où on s'était aperçu que sur 5 années à Breslau, il n'y avait pas beaucoup de modifications. Et il a fait cette table de mortalité qui était donnée à l'époque. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'usage de cette table de population pour aller, c'était en fait pour fixer les rentes, parce qu'à l'époque, la mode, c'était de faire des rentes à vie. C'est-à-dire que les États étaient endettés, c'est une surprise, et pour se désendetter, ils faisaient des rentes, mais qui étaient un meilleur taux, mais simplement elles arrêtaient quand vous mouriez. Donc il fallait quand même savoir quel taux faire en fonction de l'âge de la personne. Donc ça a été développé, je ne sais pas s'ils vont nous proposer ça, ça serait intéressant de savoir. Alors, basé là-dessus, c'est pour ça que je voulais agrandir, il y a donc cette table. En utilisant sa formule, il va, donc là je reviens à Bernoulli, en fait grâce à sa formule, ce que vous arrivez à voir, oui, il va donc mettre âge par année, survivant d'après la table de Halley, donc n'ayant pas eu la petite vérole. Alors vous voyez, au début c'est un peu arrondi, les 1300, parce qu'en fait c'était pour que ça tombe bien sur 1000 au début. Et après, ayant eu la petite vérole, prenant la petite vérole pendant l'année, c'est la 4e, et ça c'est grâce à sa formule. Et puis mort, c'est grâce aux hypothèses qu'il a faites sur le 8e. Et donc, il arrive petit à petit, grâce à cette table, à donner, si finalement c'est inoculé, finalement, ça va lui permettre, à la fin, de dire que l'inoculation permet d'économiser tant de vies. Et alors, on va arriver, alors lui, dans son travail, il met que ça permet de gagner, l'espérance de vie, elle est un peu désespérante à l'époque, c'était de l'ordre de 26 ans, ça permet d'arriver à 29 ans. Et, grosse discussion, donc voilà, les calculs, alors ça je l'ai dit, et en fait les conclusions vont être très discutées. Alors pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que je vous l'ai dit, c'était pas si simple que ça, c'est-à-dire que les gens avaient l'impression que quand on inoculait la maladie, on mourait aussi de cette inoculation. Et les chiffres, donc il reprend ses calculs pour montrer ça, et de 1 sur 600, vous voyez, il y avait 1 sur 600, lui il part de 1 sur 200. Et même avec 1 sur 200, il montre que l'inoculation permettrait de gagner en espérance. Et d'ailleurs, quand on regarde les calculs, en fait, il suffirait que 1 sur 10, moins de 1 sur 10 meurt pour qu'on y gagne, puisque en fait, c'était 1 sur... Donc, il y a ce chiffre-là, mais vous voyez bien que les critiques, alors c'est D'Alembert qui s'en fait le porteur, elles vont porter sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'hypothèses dans cette modélisation qui sont curieuses, c'est-à-dire pourquoi ça ne dépendrait pas, finalement, votre risque d'avoir la maladie ne dépendrait pas de votre âge. Pourquoi aussi il ne dépendrait pas d'autres facteurs, c'est-à-dire pourquoi avoir pris des constantes. Donc ce que propose D'Alembert, c'est d'introduire V de t, une variable en fonction de... Alors le problème, c'est qu'à l'époque, c'est bien beau d'introduire ça, mais on n'a aucune table qui permette d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une introduction qui permet de dire, je ne peux pas faire, en gros. Ce qui arrange bien D'Alembert, puisqu'il veut montrer qu'on ne peut pas faire. Et ensuite,
c'est des problèmes, justement. Alors maintenant, dans les modélisations de ce type d'épidémiologie, c'est traité, c'est-à-dire ça fait partie de... Mais on n'avait pas les outils mathématiques. Donc vous voyez, c'est aussi pour vous montrer qu'on modélise et que l'horizon de ces connaissances mathématiques oriente la modélisation. Alors l'autre point, c'est une critique. Alors celle-là, on l'a revue récemment avec les hépatites ou quand il y a eu des vaccinations. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il suit le raisonnement de Bernoulli, et alors lui dit de 30 à 34 ans, quand on regarde Bernoulli, c'est de 26 à 29, je ne sais pas pourquoi cette modification, mais lui, il dit que c'est pas pareil, finalement, de mourir. Finalement, il faut choisir son âge, parce que l'espérance, quelqu'un gagner 4 ans, c'est-à-dire que quand je vais avoir 60 ans, je vais atteindre 64 ans, ben oui, mais par rapport au fait de mourir tout de suite, vous voyez, comment vous comparez les deux? Et il dit, ça explique qu'on en doute, et surtout les mères de famille, qui sont peu favorables, effectivement. Donc il y a toujours ce point de vue local sur ce qui va vous arriver que vous ne voulez pas risquer. Et alors là, ça va deux éléments sur la fameuse dualité de la probabilité. Donc il y a une approche fréquentiste qui est très bien connue. On se place toujours, et c'est les modélisations qui vous sont proposées quand on vous propose des mathématiques, souvent, c'est finalement, on vous dit, il suffit de reproduire le phénomène autant de fois qu'on veut. Et après, il se stabilise sur une fréquence. Donc ça, c'est l'application fréquentiste. Sauf que, quand on a affaire à des phénomènes comme, on va vacciner des millions de personnes et on va voir ce qui se passe, ça passe assez mal. D'abord parce que ça coûte cher, et puis après, vous voyez bien, quand même, on a du mal à entraîner l'adhésion. Donc il s'est mis en place d'autres systèmes de probabilité, la dualité, qui est l'approche bayésienne. Cette fois-ci, c'est mon degré de certitude en fonction de quelques éléments qui se sont produits. Donc maintenant, on fonctionne beaucoup par approche bayésienne, c'est-à-dire que chacun dit un petit peu sa probabilité estimée de ce qui s'est passé, en fonction de son expérience. Et après, grâce à des formules mathématiques, c'est corrigé en fonction des nouvelles qui arrivent. Mais chaque nouvelle corrige ce qu'il y avait. Alors rassurez-vous, si on le refait des tas de fois, ça devient comme le fréquentiste et les deux convergent. C'est-à-dire qu'à la fin, le résultat est différent et semblable. Mais ce qui est différent, c'est l'approche de chacun d'eux. Donc la dualité, l'approche bayésienne étant plus proche de l'intuition. Alors je termine en revenant maintenant sur les exemples de mémoire qu'on fait dans le Master Pro. Le Master Pro, le principe, c'est que ce ne sont pas des élèves, ce sont des professeurs. Donc des professeurs qui peuvent être des professeurs de mathématiques, de physique ou de biologie. Et ils vont déterminer le champ de leur mémoire. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce qui a été présenté là, ils vont faire ce travail de modélisation en allant chercher des informations, parce que généralement c'est plutôt livresque, mais ils se posent les questions, ils font les hypothèses. Alors ce qui va être intéressant, c'est que il va se passer un phénomène très rapide, c'est que ils deviennent beaucoup plus compétents sur chaque domaine qui est expliqué là que les professeurs qui s'occupent de diriger le master. Et ça, on le met en place pour qu'aussi, vous voyez, toujours ces effets de transposition induite, c'est que peut-être plus tard, dans leur classe aussi, ils peuvent prendre l'habitude qu'on se met en insécurité. À partir du moment où on fait approfondir un sujet, le professeur, quelque part, connaît moins que ses élèves. Et là, on a par exemple, sur l'épidémiologie, qui est un thème Alors, si vous voulez en savoir plus, une certaine partie de ces sujets sont en ligne sur le site de l'IREM de Paris 7. Alors, l'épidémiologie, vous avez vu que le modèle de Bernoulli, même s'il arrive sur une équation non linéaire, il est quand même assez fruste, parce que on fait des hypothèses sur des constantes. Après, par exemple, récemment, il y a eu un colloque, il y a 2 ans, je crois, à La Réunion, sur le chikungunya. C'était assez compliqué, parce que le moustique, il peut inoculer, pendant combien de temps il peut inoculer, enfin, on a des modèles assez compliqués. Le feu de forêt. Alors, le feu de forêt, j'aime beaucoup cet exemple, parce que il met en œuvre un domaine de biologie qui est venu de la biologie et qui maintenant fait vraiment l'objet d'études de mathématiques, c'est la percolation. Donc c'est un phénomène qui fait que, par exemple, dans les feux de forêt, mais à l'origine, c'était venu dans un verger, vous savez, vous avez quelques arbres malades, le temps de propagation de l'épidémie dans le verger. Mais on s'aperçoit que des fois, ça ne se propage pas au verger, des fois, elle s'arrête l'épidémie. Par contre, des fois, c'est tout le verger qui est atteint.
Pareil pour les feux de forêt, ça s'éteint de soi-même, ou alors, brusquement, c'est toute la forêt qui flambe. Et en fait, ce qui avait été mis en place, qui a été vu par des biologistes, c'est qu'il y avait un seuil en dessous d'une certaine fréquence, si vous voulez, de place, enfin, de feux de forêt ou d'arbres malades, l'épidémie s'arrêtait. Arrivé à un seuil, c'était tout. C'est-à-dire on passait de zéro finalement, ou alors d'un truc endémique mais qui n'évolue pas beaucoup, à tout flamber. Et ça, le seuil où ça bascule, c'est le seuil de percolation. Et donc depuis, il y a des modèles mathématiques qui calculent des seuils de percolation. Et entre la découverte du phénomène par des biologistes et maintenant la mathématisation, mais avec des preuves de tout ça, ça a demandé 30 ou 40 ans. Vous voyez, c'est un cas très net où ce qui est venu de la biologie a nourri l'évolution des mathématiques. Alors après, il y a d'autres modèles qui sont, un qu'on aime bien, et surtout Guy, c'est le modèle d'Hardy-Weinberg pour la génétique des populations. Et là, il y avait une question, mais à vrai dire, c'est grâce à ce modèle que moi j'ai réussi à résoudre. Effectivement, c'est curieux cette histoire sur, vous savez, le sang, les proportions de gens qui ont O, A et B, AB, et puis qui est stable. Alors, on a l'impression que toujours le dominant va l'emporter. Et que pourquoi, finalement, on reste sur des statistiques équilibrées, quel que soit le temps. Eh bien, ça, c'est le modèle d'Hardy-Weinberg qui a montré qu'avec quelques hypothèses, on tombait là-dessus. Donc là, on a aussi un problème, et donc on a des professeurs qui ont fait ça. Alors, le dernier dont je voulais vous parler, c'était le Distilbène. Je ne sais pas, il doit être... Enfin, je peux... Oui. Bon, alors peut-être, oui, j'ai un peu... Alors, le Distilbène, c'est un modèle, c'est quelque chose qui nous a posé beaucoup de problèmes, parce que c'était une idée... Alors, je crois que je l'ai apporté. En fait, alors le mieux placé pour en parler, c'est Guy, puisque c'est lui qui est... Alors ça vous montre aussi comment fonctionne le master, c'est-à-dire qu'il faut arriver avec des problèmes et qu'on propose aux professeurs. Alors certains arrivent avec leurs problèmes. Par exemple, cette année, certains se posaient la question de savoir pourquoi une neige était molle ou elle était dure, pourquoi une neige était bonne à skier ou non. Les neiges artificielles. Vous voyez, alors ils sont partis de ça, ils ont analysé le phénomène. Et là, la question, c'était en fait ce fameux distilbène ou diéthylstilbestrol, en fait, a eu des conséquences catastrophiques sur pas la génération des personnes qui a pris le produit, qui était un produit qui permettrait de lutter contre les fausses couches, en gros, c'est ça, donc un estrogène. Et en fait, c'est au moment des filles qu'on s'est aperçu qu'il y avait un taux de cancer anormal. De cancer de l'utérus, c'est donc anormal. Et le problème, c'est comment justifier ça. Et pour vous dire, par exemple, la personne qui avait fait la première étude montrant qu'il y avait un problème, c'était 8 cas. Donc, les collègues qui se sont lancés là-dessus, d'abord, ils ont dû comprendre, c'était difficile pour eux de comprendre toutes ces maladies, parce qu'en plus, c'est une molécule qui a donc à retard, c'est-à-dire c'est les filles et même les fils et les petits-fils, parce que c'est, je sais pas, ça s'arrêtera, mais c'est déjà au niveau des petits-fils. Comment on s'assure qu'on a effectivement un effet? Et là, ça retombait avec les affaires type du Mediator, c'est-à-dire comment on peut prouver que quelque chose a un effet. Et donc, alors, ce qui était intéressant donc là-dessus, c'est que les collègues ont dû découvrir les mathématiques en jeu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune connaissance sur les statistiques qui servaient à résoudre ces problèmes. C'était des tests. Ils sont allés critiquer les données qui étaient difficilement accessibles, puisque comme il y a des procès, on ne les a pas. Donc ça donnait aussi l'idée de... Vous voyez, entre l'idéal où on a tout sous la main, c'est bien propre, et là, des données qui étaient cachées, qui étaient mauvaises. Les données sur lesquelles se basait l'étude française, c'était l'association des obstétriciens qui avaient reçu divers... réponses spontanées de ses membres, et qui tranchaient suivant la difficulté. Et donc, en fait, ils ont pu prendre conscience de la difficulté de trouver des données, entre guillemets, propres, et puis ensuite développer un modèle, mais alors simple, c'était des probabilités faciles, mais se rendre compte que ce n'était pas bien utilisé dans les revues qui étaient citées. Donc ça donnait aussi un sens critique, et puis, je crois, quelque part, de comprendre mieux l'enjeu quand on a des maladies de ce type-là.
Alors, pour terminer, si vous voulez, ça c'est des choses plus récentes, donc l'ADN, sa composition, son évolution avec des idées de chaîne de Markov. Et un point qui a aussi été découvert par les biologistes, je voulais terminer un peu par ça, c'est-à-dire que c'est avec l'évolution des populations proies-prédateurs que Hammersley a montré le premier cas de population qui pouvait, dans certains cas, être chaotique. C'est-à-dire que chaotique, dans notre sens, ça veut dire qu'on ne peut absolument pas prévoir l'évolution de la population, même avec une petite variation. C'est le fameux effet papillon. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit vraiment une variation infime et on va tomber sur un système stable ou qui s'arrête, ou alors un système chaotique. On n'a aucune idée des prévisions. Pour vous rassurer et terminer mon exposé, le système planétaire est chaotique, c'est-à-dire on n'a aucune idée de son évolution à quelques millions d'années. Voilà, c'était un peu pour terminer et inviter éventuellement certains d'entre vous à venir suivre ce type de master.